scandaleuse. Merci, cher Laurent Sayed, et ce sera le mot de la fin, en tout cas sur ce sujet, puisque je vous propose d'en aborder un autre. On ne parle que de ça depuis quelques semaines. Les offensives, parfois virulentes, des mouvements antiracistes, qui notamment souhaitent que, par exemple, disparaissent de l'espace public des personnalités controversées de notre histoire, comme Colbert, grand ministre de Louis XIV, mais aussi l'inventeur du Code noir régissant l'esclavage, ou du général Bugeaud, l'un des chefs militaires français qui ont mené la colonisation de l'Algérie dans des conditions extrêmement brutales. C'est la couverture du Figaro Magazine, mais c'est aussi l'objet de notre débat ce soir. Olivier Babot, la question qu'on se posait, ce n'était pas de savoir s'il fallait déboulonner les statuts, c'était de savoir si, face à ce qui apparaît quand même comme des dérives, l'État a une part de responsabilité. Je vais vous donner un exemple dans le Figaro Magazine de ce week-end. Judith Weintraub, que les internautes de Point de Vue connaissent bien, dénonce l'entrisme de certains mouvements qu'on appelle indigénistes au sein de l'université française. Bref, elle nous dit l'État pourrait faire quelque chose pour éviter ces dérives. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oui, c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe dans l'université, mais alors l'université, c'est en fait pas totalement l'État. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'élection et de cooptation collégiale qui font que c'est pas complètement contrôlé en fait de l'extérieur. Donc au bout d'un moment, une fois que vous avez certaines écoles de pensée qui sont entrées, elles peuvent arriver à se reproduire et un peu se développer de façon un peu métastatique sans qu'il y ait vraiment de contrôle. Pour le coup, moi, je peux me féliciter de la position du président Macron qui a été extrêmement ferme et je crois très, très pertinente, c'est l'idée qu'il ne faut jamais ouvrir la boîte de Pandore sur ce sujet-là. Si on commence à débouliner une statue, il y aura toujours une raison pour enlever les suivantes. Il y aura toujours une ligne dans l'œuvre d'un auteur qui ne plaira pas à nos nouveaux codes. Et il faut absolument fermer la porte à ces gens qui voudraient balkaniser la société au prétexte d'essayer de l'unifier, qui voudraient discriminer pour lutter contre la discrimination et développer des injustices pour lutter contre les injustices. La réponse française traditionnelle, celle de l'universalisme, celle qui ne veut pas essentialiser, c'est-à-dire donner à des gens uniquement sur leurs caractéristiques une qualité ou un défaut, essentialiser évidemment sur la culture de peau, qui se refuse absolument à faire toute distinction de ce point de vue-là, ça me paraît fondamental. En revanche, ce qui est important, le problème à mon avis qui est posé à travers le pseudo-succès médiatique de ce genre de mouvement, c'est en réalité non pas un problème ethnique à mon avis, mais un problème social et un problème d'ascenseur social. C'est en fait l'espèce de manifestation dérivée d'un vrai problème dans la mobilité sociale et d'un déterminisme social réel dans notre pays. Donc c'est plutôt ça qu'il faut traiter, certainement pas commencer à distribuer des bons points, dévisser des statuts et interdire des livres. Alors, je me demande si nos quatre invités ne vont pas être d'accord entre eux sur ce sujet. On va le voir dans un instant, mais bien sûr, on vous demande aussi votre avis. Voici celui de Joël Velasque, qui a été donné sur le Figaro.fr il y a quelques heures. Ces gens portent atteinte à l'intégrité et à la sécurité de la nation française, nous dit-il en parlant de ces militants antiracistes qui veulent notamment revisiter notre histoire. Ils prêchent ouvertement la haine, l'affrontement. Qu'attendent les pouvoirs publics pour les mettre définitivement et totalement hors d'état de nuire? Vous êtes d'accord avec cette position ou au contraire vous ne l'êtes pas? Exprimez-vous et je relayerai naturellement vos prises de position. Adrien Matou, votre point de vue sur ce sujet, est-ce que par exemple un homme comme le général Bugeaud, dont je disais qu'il avait eu des méthodes extrêmement violentes dans la colonisation d'Algérie, est-ce qu'il est normal qu'il continue à avoir des rues, des avenues à son nom? Aujourd'hui, on ne nommerait peut-être pas une nouvelle rue du nom du général Bugeaud, mais à mon avis, ce débat sur le déboulonnage des statuts et le fait de dénommer les rues est un petit peu anecdotique en vérité par rapport à la question du racisme. Pour aller vite, pourquoi pas contextualiser en mettant un petit texte dans les cas les plus extrêmes, mais à mon avis, aller plus loin serait complètement contre-productif. En attendant, ça n'épuise pas le débat sur le racisme en France. À mon avis, il y a à la fois des mesures à prendre en matière de racisme, parce qu'il existe quand même du racisme, et notamment au sein de l'État. Alors, je n'ai pas dit racisme d'État, j'ai dit racisme peut-être au sein de l'État de la part de certains agents. Il faut peut-être se doter de meilleurs outils pour le repérer,
par rapport, par exemple, au testing, ou alors on peut penser à la généralisation du CV anonyme, au fait de punir peut-être plus sévèrement quand c'est incontestable. Mais il y a aussi ce problème de l'antiracisme politique, qui est donc une nouvelle famille de l'antiracisme qui est complètement opposée à l'universalisme français. On a raison de dire qu'elle se développe beaucoup dans l'université. Alors, la liberté académique, c'est extrêmement important. Par contre, l'État n'a pas forcément vocation à subventionner des départements qui, je pense notamment au département de Cultural Studies, qui sont donc directement importés des États-Unis. Est-ce qu'il est légitime que la République française verse des subventions à des disciplines qui prêchent chaque jour son rejet? À mon avis, on pourrait couper de manière très rapide, très efficace, très brutale peut-être, les subventions publiques à ces départements. Par exemple, en Norvège, il y a 10 ans, il y avait eu un documentaire qui avait montré que le département de Gender Studies norvégien ne reposait sur aucune base scientifique. Et ben, les Norvégiens ont tout simplement coupé les subventions publiques. Et enfin, dernier point, je pense que l'État doit être plus attentif aux associations avec lesquelles il travaille. Je prends juste un exemple, mais il y a une association qui s'appelle Coexister, qui donne des ateliers dans beaucoup d'écoles, de collèges, de lycées sur la citoyenneté française, sur la laïcité. Le fondateur de cette association, il y a quelques jours, a dit qu'il fallait tuer l'universalisme. Donc voilà, est-ce que l'État est légitime à s'associer avec de telles associations? Je ne suis pas sûr et je pense qu'on pourrait avancer là-dessus. Gabriel Cluzel, vous pensez que l'État aura le courage, entre guillemets, de s'opposer à ce qui apparaît quand même comme des dérives? Moi, ça me semble très compliqué. Alors, pour être honnête, c'est pas ce gouvernement-là qui doit être tenu pour responsable de l'état actuel de la situation, parce qu'en réalité, c'est un climat qui infuse, et pas seulement à l'université, parce que c'est aussi le cas dans les lycées, dans l'éducation nationale de façon générale. Tout un climat d'acculturation, mais pas dans le sens où on entend de déculturation, pourrait-on dire, générale, qui fait que une certaine jeunesse se sent le droit d'aller déboulonner des statues d'hommes qui ont fait la grandeur de la France, avec une forme de chronocentrisme, si j'ose dire. Vous savez, on parle d'ethnocentrisme, mais il y a aussi le chronocentrisme. C'est-à-dire qu'on est incapable de se remettre, et c'est quand même un manque d'intelligence fort et un manque de recul qui est extrêmement inquiétant pour une génération, de se mettre dans le contexte de l'époque. En réalité, si l'on devait rentrer dans les standards comment dire, actuels imposés par le politiquement correct, c'est tout le monde qu'on devrait déboulonner. Je vois que l'auteur de Harry Potter a des ennuis parce qu'elle a dit que seules les femmes avaient leurs règles, par exemple, pour changer du registre et pas parler d'antiracisme. Eh bien, je me demande quels hommes célèbres et que l'on a sur nos statues dans nos villes diraient aujourd'hui le contraire. Donc, en réalité, il n'y a aucune capacité à appréhender l'état d'esprit de l'époque. On est incapable d'entendre. Moi, je me rends compte, par exemple, que Colbert, certes, ça nous paraît monstrueux parce qu'il n'est pas revenu sur l'esclavage, et néanmoins, pour son époque, par le Code noir, il a adouci et d'une certaine façon les conditions de vie, et c'est reconnu par les historiens, des esclaves. Donc tout cela vient quand même d'un manque d'éducation, d'un manque de culture, d'une éducation nationale qui dispense des cours extrêmement orientés. Et tout cela, ce n'est pas Emmanuel Macron qui va changer ça d'un coup de baguette magique. Ce qui m'ennuie, c'est qu'à mon avis, il n'en a pas la volonté. Moi, j'avoue que je n'ai pas tout à fait les mêmes indulgences qu'Olivier Barbeau. Vous savez, c'est un peu la fable de La Fontaine, c'est quoi, la chauve-souris et les deux chouettes, je crois, où il dit regardez, j'ai des ailes, je suis oiseau, et puis après il dit qu'il est souris. Bon, et c'est un peu ça, puisqu'il a dit on s'opposera à déboulonner les statuts, mais ensuite le lendemain, Simbet Ndiaye a dit oui, il pourra y avoir des exceptions. Donc, et puis voilà. Merci, et je cite de mémoire, je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Sur Twitter, vous êtes 86% à considérer que entre les statuts déboulonnés et les conférences annulées, oui, les conférences annulées, ça c'était une allusion peut-être à la conférence que devait organiser
plus exactement qui devait se tenir sur le site de l'école de commerce bien connue Audencia, sur l'héritage de Napoléon. Et la direction de l'école a annulé cette conférence sous prétexte de raisons sanitaires, et en fait parce que vous savez qu'il y a cette polémique autour de Napoléon et qui avait rétabli dans une certaine mesure l'esclavage. Vous êtes 86,7% à considérer que l'État doit répliquer. Et puis voici 2 points de vue, celui de Cécile: il nous faut accepter la part d'ombre de notre histoire qui fait aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Déboulonner les statuts, c'est nier notre passé. Or il faut l'expliquer, contextualiser et aider à comprendre sans pour autant nous renier. Et puis Dame qui considère que c'est clairement du révisionnisme. Je cite son mot: il faut poursuivre pénalement tous les auteurs de ces dégradations ainsi que tous les organisateurs. Laurence Taillade, c'est un mot qui revient beaucoup dans ce débat, la contextualisation, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple expliquer au pied des statuts qui était la personne et montrer que le bilan est peut-être contrasté. Est-ce que ça vous paraît une bonne piste à suivre de la part de l'État ? Je pense que déjà, on devrait instruire les enfants à l'école pour commencer. Et à mon avis, l'un des principaux problèmes de l'école républicaine laïque aujourd'hui, c'est que déjà, elle finance en grande partie l'école privée confessionnelle. Donc, on a une instruction à 2 vitesses, une instruction qui finalement est ségrégationniste. Hein. Il y a les classes sociales qui peuvent fréquenter les grandes écoles. L'école privée confessionnelle, c'est essentiellement l'enseignement catholique qui, à ma connaissance, préfère ériger des statues à la Sainte Vierge que de déboulonner les statues de nos grands hommes. Oui, mais on construit des sociétés sur la mixité. Et en l'occurrence, quand déjà on commence à séparer les sociétés dès la maternelle et que les gens ne se côtoient pas, eh bien, ça crée un premier problème dans la société. L'autre problème de la société, c'est le fondement, c'est le fond de l'instruction qui est donnée. Avant, quand vous rentriez à l'école, on vous demandait ce que vous avez envie, ce que vous aviez envie de devenir. Maintenant, on vous demande qui vous êtes et on vous assigne à cette nouvelle identité que dont vous vous définissez. Donc, c'est l'identité du quartier, c'est l'identité de la famille d'origine, c'est l'identité de la religion. Et c'est comme ça qu'on a complètement fracturé la nation, parce que je rappelle quand même que la nation, elle s'appuie sur 2 choses. D'abord, l'histoire commune revendiquée, et toute civilisation a des zones d'ombre. Il n'y a pas que les Occidentaux, je vous rappelle quand même, qui ont pratiqué l'esclavage, hein, ils ne l'ont même pas inventé. Vous me permettez, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, de vous répéter ma question. Est-ce que la contextualisation, c'est une bonne idée ou pas, notamment pour les statuts ? Dans ce cas-là, il est important de contextualiser toute l'histoire humaine et de rappeler à ceux qui aujourd'hui sont dans la revendication racialiste, parce que c'est bien ça, que eux-mêmes, eh bien, ils ont contribué à des systèmes qui étaient des systèmes pas très glorieux. Je rappelle que les Blancs aussi ont été victimes de l'esclavage et qu'on n'est pas en train de revendiquer contre les civilisations arabes qui nous ont pour certains réduits à l'esclavage. Donc, à un moment, il faut savoir aussi être capable d'amnésie pour pouvoir avancer ensemble, parce que le propre de l'humanité, c'est d'avancer ensemble avec un projet commun. Merci, Charles-Laurence Taillade. Et c'est vrai que, Olivier Babot, on n'a pas le temps d'en débattre, mais votre institut s'appelle Sapiens. Je ne suis pas très sûr que les sapiens soient très au clair par rapport aux Néandertals, à qui ils ont quand même fait beaucoup de mal. Mais on ne vous demande pas de vous débaptiser, c'est promis. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous de nous avoir suivis. Et ce sera un bonheur de vous retrouver lundi prochain dans Point de vue.